Vladimir Poutine a-t-il désormais les mains libres pour frapper l'Ukraine ? 550 drones russes sur le territoire ukrainien, la plus grosse attaque depuis 2022. Alain Bauer, bonsoir. Bonsoir. Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement. Vous êtes aussi l'auteur de 2 romans d'espionnage très documentés, Opération Zelensky et Menaces sur Taïwan, aux éditions First. Donald Trump affirme ce soir que la livraison d'armes américaines à l'Ukraine continuera. Écoutez. Pourquoi avez-vous suspendu la livraison d'armes à l'Ukraine ? Nous n'avons pas arrêté. Nous fournissons des armes et nous en avons déjà fourni beaucoup. Nous fournissons encore des armes et nous essayons de les aider. Mais nous n'avons pas arrêté. Mais vous savez, Biden a vidé tous nos stocks en donnant des armes. Nous devons nous assurer d'en avoir suffisamment pour nous-mêmes. Appel ce soir entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky pour parler notamment des défenses aériennes. Est-ce que c'est un leurre selon vous ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a beaucoup d'armes de beaucoup de catégories. Toutes ne sont pas anti-aériennes. Certaines sont des armes anti-chars, les Hellfire. D'autres sont des armes anti-drones, anti-avions, anti-tout ce qui vole. Et donc, il y a un solde de livraison d'environ 4 milliards de dollars américains qui doivent être livrés. Je précise que c'est effectivement l'administration Biden qui les a fait voter au Congrès, y compris au Congrès républicain. Il n'y a plus aucune décision d'envoi d'armes de l'administration Trump. Il fait le solde des engagements précédents. Et parmi ces armes, il y en a un certain nombre qui sont bloquées aujourd'hui en Pologne. Elles sont bloquées, elles ne sont pas rentrées aux États-Unis, elles n'ont pas été livrées à l'Ukraine. Et en fait, le problème, c'est qu'il s'est produit un événement inattendu et perturbateur qui a été l'opération contre l'Iran et la défense d'Israël contre les innombrables envois de missiles iraniens qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus destructeurs que cela, parce que quand on dit missiles Shahid, il y a plusieurs catégories. Il y a des missiles lourds et des missiles beaucoup plus légers, des missiles d'observation. Alors ça va de 6 millions de dollars à 40 000 dollars un missile Shahid. Donc vous voyez la tranche. Et en fait, la Russie fabrique désormais à la maison des missiles Shahid en quantité considérable, puisqu'ils en fabriquent plusieurs milliers par mois, même plusieurs dizaines de milliers. Les Chinois fabriquent entre 100 et 300 000 drones par mois. Chez eux. Et donc, les Américains se sont trouvés dépourvus provisoirement par un envoi massif d'équipements antimissiles en Israël pour défendre le pays contre l'attaque de drones et de missiles iraniens, Houthis et autres. Alors, le Hezbollah est plutôt calmé, le Hamas à peu près détruit, mais pas totalement. Et donc, ça explique cette tension sur les stocks. Car en fait, il se trouve que depuis le début de la guerre de l'Ukraine, on tire et on utilise plus de munitions qu'on en fabrique. Les Européens, alors, ils sont totalement à la ramasse, mais c'est valable aussi pour les Américains qui ont le plus grand mal à retrouver un niveau de stock antérieur à la guerre d'Ukraine, mais surtout à ne pas épuiser leur stock au fur et à mesure de l'usage. Donc ils ont augmenté leur production, rouvert des lignes de production qui avaient été fermées dans les illusions de la chute du mur de Berlin, mais surtout, ils n'arrivent pas à produire suffisamment pour refournir le stock. Ils gèrent juste le flux. Et donc ça, plus Israël a créé ce trou d'air un peu particulier qui a, entre guillemets, expliqué, mais pas justifié, la position, non pas du secrétaire à la Défense, qui, dans cette affaire-là, explique des choses, mais la décision, elle a été prise par l'homme qui est véritablement le chef des opérations, M. Elbridge Colby, qui est le penseur de la stratégie américaine et qui a écrit il y a 3 ans ce que devait être la stratégie américaine. La stratégie américaine, c'est la Chine, la Chine, la Chine, et c'est pas l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine.
Justement, je me rappelle la dernière fois que j'étais à la Maison-Blanche, sous Joe Biden, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, avait déjà parlé des stocks américains. Quand on pense à la puissance américaine, on ne se dit pas que ce serait aussi lent. Comment vous l'expliquez ? Quand vous fermez une ligne de production, c'est un sujet totalement industriel, vous ne la rallumez pas le lendemain matin. C'est comme quand on ferme une centrale nucléaire, vous ne la rallumez pas le lendemain matin. Il y a une incompréhension de la réalité industrielle chez les responsables politiques qui frise la honte. Ils ne comprennent pas grand-chose en général, mais là, c'est au-delà de ce qui est tolérable. Le fait de faire de la com et TikTok, ça ne se transforme pas en chef d'entreprise, ni pour construire des avions, ni pour construire des armes. Donc quand on a fermé ces équipements, il a fallu les rouvrir. Pour les rouvrir, il faut retrouver de l'industrie. Il faut retrouver aussi des techniciens et des gens compétents. La plupart sont partis à la retraite ou n'ont pas été renouvelés. Je rappelle que la chute du mur, c'est 1990. Quand on arrête de produire ou de réfléchir sur des armements et qu'on choisit la haute technologie très lourde et très chère plutôt que de la masse pas cher et facile, eh bien on se trouve face à un problème. Quand on envoie un drone à 50 000 $ et que pour l'abattre, il faut un missile à 10 millions, on sent bien qu'il y a un déséquilibre global dans l'économie de la guerre. Pas l'économie de guerre, mais dans la réalité de la guerre. Et donc ceci a amené un effondrement industriel qui, paradoxalement, a touché autant les États-Unis que nous. D'ailleurs, ils viennent de découvrir avant-hier que 10% de leurs équipements les plus sophistiqués ont encore des équipements et des puces chinoises à l'intérieur, qu'eux-mêmes se sont rendus vulnérables par la globalisation industrielle et la sous-traitance à la Chine de toute une série d'éléments qui du coup deviennent indispensables quand les Chinois disent nous aussi on est capable de fermer le robinet, de plus envoyer de terres rares ou de plus vous envoyer de petits équipements qui font fonctionner vos outils. C'est là où on sent que l'intérêt de Taïwan devient essentiel. Ce que j'explique un peu dans mes 2 livres dont vous avez parlé tout à l'heure, la guerre qui est, la guerre qui vient, parce que derrière tout ce que nous nous racontons, il y a des enjeux industriels, il y a des enjeux économiques, des enjeux pétroliers, des enjeux technologiques qui sont absolument majeurs et chacun découvre sa dépendance vis-à-vis des autres. Les Américains n'ont pas réussi en 3 ans à reconstruire leur capacité industrielle d'avant, mais surtout, dès qu'ils reconstruisent leur capacité industrielle, si vous consommez 500 fois plus qu'avant et que vous construisez 400 fois plus qu'avant, vous êtes toujours en déficit de 100. Donc il faut non seulement ouvrir des lignes de production, mais ouvrir des usines, retrouver des compétences, former des gens. Ils ne tombent pas des arbres. Mais c'est tout de même assez surprenant qu'un Donald Trump, considéré comme antimilitariste d'une certaine manière, se retrouve à donner à foison des armes à ses alliés. Alors, il n'est pas antimilitariste, il adore l'armée, il ne l'a pas faite, mais c'est pas... Non, au contraire, il est fasciné par l'armée. Vous avez déjà vu ça, premier défilé militaire, vous aurez probablement d'autres événements dans les jours qui viennent. Donc, il y a chez Donald Trump une fascination pour la chose militaire, et en la matière, il n'a pas interrompu ce qui a été promis par Joe Biden, et lui n'a rien promis. Il a cru... Il essaye encore de trouver les moyens de faire la paix et de négocier avec les Russes. Chacun sait ce que veut Vladimir Poutine. Il est difficile de savoir ce que veut Donald Trump parce que c'est assez évolutif, mais il a démontré aussi dans l'affaire iranienne qu'il pouvait utiliser des équipements dont d'ailleurs il a hérité curieusement de Barack Obama, puisque c'est lui qui a inventé cet énorme outil de super bombe pour répondre à la problématique du programme nucléaire iranien. Non, tout ça est très légitime, mais il faut se rappeler que tout est rationnel chez Donald Trump. Ce qui est rationnel, c'est que nous ne comprenons pas ce qui est rationnel. Nous, parce que nous voyons Donald Trump comme un homme politique. C'est un homme qui fait du business. Et donc la logique du business est l'élément structurant de ce qu'il fait. Il y a un rapport coût-avantage en jeu. Or, il y a un élément sur lequel il a toujours été d'une clarté totale. Lui et Joe Biden et les administrations avant lui, le danger principal est chinois. Tout le reste les empêche de s'occuper des choses importantes. C'est pour ça que je dis que nous sommes face à une répétition générale en Ukraine et face à une guerre qui arrive à Taïwan. Aujourd'hui, Independence Day pour les Américains, ce 4 juillet, avec cette une du New York Post qu'on va regarder ensemble, avec ces allures de victoire, on peut dire, pour Donald Trump, « Tired of winning yet ». Mais
Est-ce une fête en demi-teinte sur la scène internationale quand on voit l'impuissance de Donald Trump face à Vladimir Poutine, puisque lui-même le dit, je ne suis pas satisfait. Écoutez. Je suis très déçu de la conversation que j'ai eue avec le président Poutine, parce que je ne pense pas qu'il ait fait le chemin nécessaire. Je suis très déçu. Je dis simplement que je ne pense pas qu'il cherche à s'arrêter. C'est Biden, ce n'est pas moi. C'est la guerre de Biden. Elle n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. D'une certaine manière, je devais m'impliquer parce que c'est la guerre de Biden et je me suis retrouvé en plein milieu. Comme je l'ai fait avec l'immigration et beaucoup d'autres choses qu'ils ont gâchées. Mais je n'étais pas satisfait de la conversation. Alain Bauer, est-ce que Donald Trump pensait vraiment qu'il avait les clés pour régler ce conflit? Il l'a dit en 24 heures. On est loin des 24 heures là. Je crois qu'il a cru qu'il pouvait avoir une relation personnelle avec Vladimir Poutine au-delà des règles, enfin de ce que Vladimir Poutine a dit qu'il voulait. Lors de la cérémonie au Kremlin, où il proclame l'annexion des 2 républiques du Donbass, il explique que les 2 républiques du Donbass complètement, la Crimée, accessoirement, parce que c'est arrivé par la suite, la zone de Zaporijia et notamment la question de l'énorme centrale nucléaire qui elle a été arrêtée, mais qui est un sujet extrêmement préoccupant pour tout le monde, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Et donc Vladimir Poutine veut dire qu'il a eu sa victoire en obtenant Louhansk, Donetsk, la Crimée et si possible un peu plus, parce que ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est négociable. Et c'est le sujet essentiel de Vladimir Poutine. Je pense que Donald Trump est en train de se rendre compte qu'il n'obtiendra pas de cessez-le-feu à moins que cela. Alors que pendant un temps, il a pensé, du fait de la résistance extraordinaire des Ukrainiens, de leur réengagement des Européens qui aujourd'hui font jeu égal ou quasiment un peu plus en financement, mais pas en fourniture d'armes, car nous n'avons pas plus d'unités de production que les autres. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes dépendants pour nos propres armes de toute une série d'éléments. Et en fait, c'est le général Burkhardt qui avait très bien vu les choses quand il était encore chef d'état-major de l'armée de terre et pas encore chef d'état-major des armées. Il avait parlé de nous préparer à la guerre avant la guerre et de la guerre de haute intensité. Alors, j'ai beaucoup de discussions avec le général Burkhardt parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et j'avais rajouté, oui, mais la question va être de la guerre de haute intensité et de longue intensité. Et on se rend compte désormais que nous sommes face à 2 problématiques en même temps. Reconstruire un équipement militaire qui tienne la route à la fois en haute technologie, mais aussi en masse, la masse et la technologie, alors qu'on a toujours fait le choix de l'un ou de l'autre depuis la guerre de Corée. Et là, il y a un sujet qui est réapparu, c'est il faut l'un et l'autre. Les Chinois et les Russes en fabriquant massivement des centaines de milliers de drones qui sont des trucs très légers avec très peu d'explosifs, mais qui jouent à la fois sur la vélocité, la hauteur, le fait qu'une explosion ça casse quand même beaucoup de choses et que ça terrorise les populations. Donc c'est un peu le blitz pour ceux qui veulent revoir la bataille d'Angleterre, hein, c'est-à-dire cet immense envoi de V1 et de V2 allemands sur Londres pour les faire craquer. Alors je précise qu'à la fin, les Anglais ont quand même gagné, donc il ne faut pas croire que c'est un outil en tant que tel, mais c'est un outil de terrorisation. Et nous avons le même problème aujourd'hui, qui est la longue intensité et la haute intensité en même temps. Et nous ne sommes pas prêts parce que nous n'avons pas de stock, que nous avons juste ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes, et que même si nous devions remplacer les Américains et que l'ensemble du budget de l'Union européenne soit affecté à la France, nous ne serions pas capables de produire, parce que nous n'en avons pas les moyens, même si nous avions des commandes et des financements, ce qui n'est même pas le cas, même pour les Français. Malgré tous les efforts du ministre des Armées, Bercy n'a pas envoyé un chèque et un bon de commande à personne au 30 juin. Pourtant, c'est pas ce que nous disent la DGA, nous dit la DGA, par exemple. Ben, c'est ce que disent les industriels, donc a priori, on va les croire. Ils n'auraient pas reçu de commande depuis, là, maintenant, presque un mois. Ben, là, depuis 2025, ils disent n'avoir pas reçu de commande ferme, préfinancée. On leur dit, fabriquez, préfinancez, on vous commandera. Il y a un sujet, donc il y a un problème qui est que dans un pays très endetté et qui, avec beaucoup de difficultés, gère ses fins de mois, cherche 40 milliards ici et un peu plus demain, nous ne sommes pas en capacité d'honorer nos propres commandes nationales. C'est vrai que c'est un sujet
pour les Américains comme pour nous d'ailleurs, mais que nous aurions le plus grand mal si demain les Polonais, les Lituaniens, les Belges, les Suisses, les Allemands ils vont chercher là où il y a des nous achetaient des Rafales, et ben on leur fournirait pas parce qu'on ne sait pas. Il n'y a pas l'outil industriel pour le faire. Le Rafale est un très bel avion qui s'est très bien vendu et qui, contrairement à ce que tout le monde raconte, se comporte très bien au combat. Mais en la matière, nous avons un format réduit et les Américains avaient de très gros formats de production industrielle, mais ils les ont eux-mêmes réduits massivement parce qu'il n'y avait plus de besoin, puisque la guerre avait disparu. Nous étions dans ce monde merveilleux de bisounours gambadant dans la luzerne où tout le monde s'aimait, dans un Erasmus géant où il n'y aurait plus jamais de conflit. Voilà. Alors tout le monde est retombé, les Américains comme nous d'ailleurs. Les seuls qui se sont préparés à la guerre, c'est ceux qui veulent la guerre. Ou qui se préparent à la guerre, ou qui pensent que le moment est venu de la guerre, et tout ça est arrivé au moment du conflit yougoslave, je l'ai longuement expliqué sur cette antenne, mais voilà, nous sommes face à un problème, c'est que nous ne l'avons ni anticipé, ni voulu, et que nous y allons à reculons et très doucement. Quand on entend cela et qu'on voit le retour d'Emmanuel Macron sur la scène diplomatique, dans le dialogue avec notamment Vladimir Poutine, cet appel qui était inattendu et également avec Donald Trump cette nuit également, est-ce que la France est crédible sur la scène diplomatique quand il y a un manque de signal stratégique d'un point de vue des industriels, par exemple, c'est-à-dire de ne pas faire de commandes à ses propres industriels? Est-ce qu'il n'y a pas un manque qui donne une sorte d'image de la France pas assez forte peut-être pour les Russes? Alors d'abord, il faut toujours parler à tout le monde. Le problème, c'est le moment. Et puis, quand on joue européen, c'est pas le matin, français l'après-midi, franco-américain le soir. Comme le disait Jean-Louis Bourlange tout à l'heure, il y a un problème de cohérence générale de la politique diplomatique de la France et de sa crédibilité. Mais c'est pas sur le fait que le président de la République parle à Poutine, à Vladimir Poutine ou à Donald Trump ou au chancelier Merz ou au Premier ministre britannique. Au contraire, c'est même plutôt rassurant que nous ayons encore cette capacité de dialogue. Après, c'est sur qu'est-ce qu'on livre à la fin, qu'est-ce qu'on livre comme logique stratégique, qu'est-ce qu'on livre comme cohérence. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on livre des Mamba, c'est-à-dire notre propre système anti-missile, à la place des Patriotes. Nous en avons 8. Nous en avons commandé 12, qui nous seront peut-être livrés à partir de 2026, parce qu'on a relancé la chaîne. Et que celui-là, on l'a commandé véritablement, mais il y a 2 ans déjà. Sommes-nous capables de protéger autre chose que nos bases aériennes nucléaires? Réponse, pas vraiment. Est-ce que nous sommes capables d'exporter cet outil? Pas terrible. L'IRIS-T est un programme international qui est d'ailleurs géré par les Allemands et qui fonctionne très bien pour leur propre protection. Nous expliquons que nous n'avions pas besoin de protection parce que nous avions la dissuasion nucléaire, certes, mais en fait, le problème de la sanctuarisation, c'est pour qui, voilà, tous ces éléments de doctrine qui ont été totalement perdus de vue, ignorés, et qui sont pourtant au cœur de ce que tout le général de Gaulle avait pensé, réfléchi et imaginé. Alors, je suis pas un gaulliste naturel, c'est pas ma famille historique. Moi, je suis plutôt un rocardien permanent, mais je dois reconnaître que la relecture des textes fondateurs du général de Gaulle et sur la souveraineté nationale, sur la géographie de la sanctuarisation jusqu'à l'Allemagne, sur le plan Fouché qui visait à avoir une véritable Europe de la défense non soumise à l'OTAN, sont d'une cruelle actualité et que malheureusement tous nos alliés européens achètent américains, essentiellement pour de mauvaises raisons, parce qu'ils achètent leur protection ou l'idée qu'ils se font de leur protection en n'ayant toujours pas compris qu'elle n'était que totalement aléatoire. Et donc la question centrale, elle est qu'il n'y a toujours pas de politique européenne. Donc heureusement qu'il y a encore un petit bout de diplomatie française et d'intérêt français lié à ce programme nucléaire signé par Pierre Mendès France. Pour rappeler qu'on peut être gaulliste et être cohérent. Mais il y a en la matière un vrai enjeu qui n'est toujours pas réglé, c'est quoi notre doctrine de défense? Elle va jusqu'où? Dans quelles conditions? Qui on protège? Est-ce qu'on intervient? Par exemple, nous avons pendant des années fait comme tout le monde, dit aux Ukrainiens, défendez-vous un peu, mais pas trop, avec des équipements qu'on vous donne un peu,
mais pas trop, jusqu'au moment où tout le monde s'est rendu compte que le refus de l'escalade est une erreur tragique de compréhension. Quand vous êtes face à vous avec des gens dont la doctrine militaire depuis l'Empire tsariste, c'est l'escalade pour la désescalade, le pas d'escalade est incompréhensible. Donc au lieu de prendre une baffe, vous en prenez 2, puis 3, puis 4, et quand vous en avez pris suffisamment, tout d'un coup vous dites « Ah oui, quand même, je vais répondre ». Mais vous êtes toujours en retard. Et nous sommes en retard systématiquement, peut-être pas d'une guerre, mais en tout cas d'une bataille. Mais sur le plan industriel, d'une certaine manière, la France n'a pas l'air plus en retard que les autres. Quand on entend par exemple les Allemands défendre le système European Sky Shield Initiative pour la protection du ciel européen, qui était tout bonnement d'acheter américains et même israéliens. Les Français, eux, ont dit non. On dit, écoutez, on sait que c'est pour acheter américains et israéliens, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc il y a tout de même une part de lucidité de la France. Oui, mais on propose quoi ? Pardon, hein, c'est quoi notre système à nous ? On a quoi qui répond aux 3 niveaux IRIS-T, le TAAD américain, le système israélien. Donc on a un système allemand, un système israélien, un système américain. Et nous avons quoi à proposer ? Parce que dire non, heureusement qu'on a des gens comme le groupe Dassault, qui envers et contre tout a continué à fabriquer des avions le plus indépendants possible. Mais on a raté le drone. Et visiblement, d'après ce que j'entends sur le SCAF, l'espèce de truc très compliqué que nous avons réussi à inventer, où un pilote d'avion piloterait lui-même des drones qui iraient ensemble. Ça s'appelle l'avion du futur. Oui, le SCAF, c'est l'avion et le drone. Mais tous les systèmes, qui est un système franco-allemand, dont tout le monde attend qu'il s'écrase face à la réalité. Où est notre porte-drone, et je ne parle pas du porte-avion, qui est un autre sujet. Bref, où sont nos engagements majeurs sur le futur ? Alors que nous avons les meilleurs ingénieurs, les meilleurs esprits, comme pour l'intelligence artificielle ou le quantique, sauf que dès qu'ils ont besoin d'argent, de soutien ou de moyens, ils partent aux États-Unis où on les accueille à prix d'or quand ce n'est pas dans les Émirats. Voilà, notre problème, il est que nous avons encore la chance de fabriquer les meilleurs penseurs, les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens, les meilleurs ingénieurs, sans moyens. Sans moyens, c'est exactement ce que dit le chancelier allemand quand il dit ceci. Nous ferons et je ferai tout ce qui est en notre pouvoir pour que les États-Unis d'Amérique restent à nos côtés. Mais nous devons également nous préparer au fait que l'engagement des États-Unis envers l'Europe, et en Europe, du moins, diminuera. Le moment est venu pour l'Europe de grandir. Est-ce qu'on aurait pu entendre cela sous Olaf Scholz, par exemple ? Bon, probablement pas, mais on l'aurait entendu sur aucun élément militaire. C'est un pacifiste qui a essayé, on a commencé avec les casques pour protéger les populations, on a fini avec quelques fusils mitrailleurs et in fine, voilà, donc c'était beaucoup de difficultés pour lui, y compris à l'intérieur du Parti social-démocrate où il y a une aile pro-russe, hein. C'est assez curieux, mais ça existe. Donc non, c'était assez compliqué. Puis l'Allemagne était dans la main de la Russie pour tout ce qui est relevé de son énergie. L'Allemagne a essayé de détruire notre énergie nucléaire pour faire éviter que la France, grande puissance, reste une grande puissance sur l'énergétique. Vous avez les commissions d'enquête parlementaires ont permis d'entendre les principaux dirigeants d'EDF ou du nucléaire français expliquer comment l'Allemagne, avec la complicité politique d'une partie des dirigeants français incompétents, stupides ou lâches, vous pouvez faire un lot d'ailleurs global, sous plusieurs gouvernements. Alors c'est pas une histoire de parti politique, d'étiquette là. Ils ont fait un lot complet de gens qui ont essayé de détruire notamment l'électricité de France et notre capacité nucléaire. Aujourd'hui, EDF et ses dirigeants essayent de rebâtir une industrie nucléaire après quasiment 40 ans d'interruption, voire de fermeture de centrales, dont on aurait bien besoin. C'est vrai que quand on entend ce discours du chancelier allemand, on se dit tout de même c'est un peu tard de penser que les États-Unis veulent quitter, surtout que sortir. Les actes ne vont pas avec le discours, parce qu'il achète toujours très américain. Il achète toujours américain, ouais. Notamment des F-35. Mais quand on entend ce discours-là, alors que l'Amérique, comme vous le dites très justement, parle de l'Indo-Pacifique depuis le départ, même depuis Joe Biden, est-ce qu'il y a eu une volonté d'aveuglement depuis Barack Obama.
Est-ce qu'il y a une volonté d'aveuglement? C'est-à-dire, on ne savait pas faire sans eux, donc on a voulu faire croire qu'on pouvait toujours compter sur eux. Non, on a considéré que nous étions une zone de libre-échange, donc grosso modo, nous étions neutres. On était devenu la Suisse. Et que l'Europe allait être une sorte de Suisse bienveillante qui, entre les pôles qui étaient en train de se créer, serait l'espace naturel où on pourrait acheter, commercer, partir en vacances, faire du tourisme et se désindustrialiser. Et donc on construisait l'émergence de la Chine en sous-traitant tout ce qu'on pouvait, l'usine du monde. On attendait des États-Unis qu'ils nous protègent en finançant leur immense déficit, parce qu'il y a aussi une guerre économique et une guerre financière dont personne ne parle. C'est le seul sujet important, c'est que le président Trump, il a cette année 7 000 milliards de dollars à trouver pour gérer son déficit. 7 000 milliards, nous 40. Mais ça montre l'ampleur des enjeux que nous ne comprenons pas. Pendant ce temps-là, le dollar continue une baisse inexorable qui permet à l'industrie américaine de reprendre des couleurs. Les droits de douane lui permettent d'augmenter ses recettes. Par ailleurs, il vient d'obtenir son Big Beautiful Bill, son grand œuvre financière avec très peu de résistance et une victoire électorale. Il vient d'obtenir la fin du Hamas, des Houthis, du Hezbollah et peut-être... du programme nucléaire iranien, point d'interrogation. Oui. Bon, on en reparlera dans un instant. Un intermède, mais qui a montré qu'il parlait un langage que tout le monde comprenait là-bas, le langage de la force et de la puissance, qui n'est pas le langage de la désescalade. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il ne le fasse pas en Ukraine ou vis-à-vis de la Russie, mais ça n'a jamais été son objectif. Il n'a jamais caché qu'il n'en avait rien à faire, que c'était pas son problème. Et d'ailleurs, que ça, durant la campagne électorale, qui n'en finit pas, vous savez qu'il est en campagne permanente, hein, le président Trump. Alors, il règle ses comptes avec Biden pour l'éternité, mais surtout il est en campagne électorale permanente et sa position a toujours été de considérer que l'Ukraine était un emmerdement qu'il devait traiter comme une espèce de sparadrap des Dupont dont il avait le plus grand mal à se défaire, mais qu'à un moment ou un autre, il allait se retirer du jeu parce que, historiquement, les États-Unis n'ont jamais pris d'engagement sur la question ukrainienne, mais jamais. C'était les 3 lignes rouges qui avaient été négociées entre M. Baker, secrétaire d'État américain, et Mikhail Gorbatchev, qui était on ne touche pas à Kaliningrad, cette enclave à l'intérieur de l'Union européenne, entre les pays baltes et l'Union européenne, on ne touche pas à l'Ukraine et on ne touche pas à la Géorgie. Tout le reste, c'est open bar. Et donc, pendant 10 ans, l'Union européenne a progressé et l'Alliance atlantique n'a pas progressé. Puis l'Alliance atlantique a récupéré tous les anciens pays du pacte de Varsovie en évitant scrupuleusement de toucher la ligne rouge. Ce qui a tout déclenché, c'est l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie, après les massacres qui existaient, après l'explosion du pays. Et ce jour-là, les principaux occidentophiles, ceux qui étaient vraiment prêts à la négociation avec l'Ouest, on dit « Ah, c'est comme ça, donc désormais nous nous préparons à la guerre avec l'Occident puisque vous êtes intervenus en Yougoslavie, en Serbie, dans un pays orthodoxe, sans nous demander notre avis et en foutant comme de l'an 40 du plan de paix que nous avions nous-mêmes préparé. » Quelque part, il s'est produit des événements qui ont rompu la confiance. Ça ne justifie rien, ça n'excuse rien, mais ça explique beaucoup ce qui est l'état d'esprit, notamment des Russes. Vous parlez du retour des empires, chacun a son narratif. Qu'en est-il du rôle de la Chine dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine? D'habitude prudente sur le sujet, le ministre des Affaires étrangères chinois dit ceci ce soir. Pékin ne peut pas se permettre de voir la Russie perdre la guerre en Ukraine, car elle a besoin que l'Amérique se concentre sur Moscou et Kiev et reste loin du Pacifique. Ben oui. Rien de nouveau sous le soleil ou une marque de rupture tout de même avec la prudence de la Chine sur ce sujet? Non, ils ont bien lu ce qu'écrit Donald Trump et l'équipe dont j'ai indiqué tout à l'heure les noms du département d'État comme du département de la Défense. L'enjeu américain, c'est l'Indo-Pacifique et Taïwan. Le reste, c'est une perturbation momentanée dont il faut se sortir. Donc, Pékin dit très brutalement, mais très clairement des choses. D'ailleurs, je passe mon temps à expliquer qu'il faut toujours écouter
les dictateurs, les chefs d'État, les terroristes, bref, tous ceux qui ont la puissance... Ils vont toujours faire ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils disent toujours ce qu'ils font, ils font toujours ce qu'ils disent. Nous sommes les seuls à ne jamais les croire. Et vous retrouverez d'ailleurs dans ce que je raconte, là, dans les 2 livres, c'est que je raconte l'arrière-fond, ce qu'on ne discute jamais, l'arrière-cuisine, mais où tout a toujours été dit, pensé, affirmé, parfois chanté, mis en film, etc. Et nous disons, mais non, ils ne vont pas le faire. En fait, si, ils passent leur temps à le faire. Et donc, nous avons une guerre que nous n'avons pas vue arriver, mais qui nous était annoncée, notamment par Vladimir Poutine, année après année, depuis 1999, l'intervention en Serbie, et une guerre qui nous est annoncée par Xi Jinping, qui continue à expliquer très logiquement et très stratégiquement pourquoi lui a besoin que les États-Unis et l'Europe s'épuisent sur la question ukrainienne. Mais s'ils disent quelque chose en permanence, c'est de rappeler l'existence de cette alliance, de cet axe Chine, Russie, Iran. On a vu ce que ça a donné avec l'Iran. Ils les ont lâchés d'une manière totale. Bien sûr. Mais de la même manière que la Chine jouera l'étouffeur ottoman, si je peux me permettre ce point de vue, c'est-à-dire embrassera tellement fort la Russie qu'elle obtiendra d'elle tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire des terres, de l'hydrocarbure, la Sibérie, et que le niveau d'espionnage chinois en Russie a fait même l'objet d'une note que le FSB a gentiment laissé fuiter pour dire on n'a jamais eu autant d'espionnage et pourtant c'est nos amis. Bah oui, mais les amis, ça s'espionne beaucoup. En parlant d'espionnage, le régime iranien traque sa population pour débusquer les espions et accentue même sa diplomatie des otages en inculpant clairement Cécile Collère et Jacques Paris pour espionnage pour le compte du Mossad, ce que condamne évidemment fermement la France. Écoutez. Je vais appeler le président Pezeshkian, lui demander de reclasser évidemment cette qualification qui est gravissime et qui a des conséquences très graves, lui dire le soutien absolu que nous portons aux familles et dire que de toute façon, s'il maintenait dans les jours et les semaines qui viennent une telle qualification, la France prendra des mesures de rétorsion. Est-ce que la France est assez ferme, Alain Boa ? Non. Un jour, peut-être, plus tard, dans quelques semaines, on verra si... Non, ça c'est un langage diplomatique, compréhensible, mais ça c'est bien avant. Je rappelle qu'ils étaient déjà inculpés pour espionnage au profit des services de renseignement français. Israéliens, c'est un degré plus élevé, mais ils étaient déjà officiellement des espions. Ça fait 2 ans que nous discutons avec les Iraniens dans des conditions qui sont compliquées. Alors d'abord parce que les Français discutent beaucoup et pensent qu'on peut toujours tout obtenir par la négociation et la discussion, ce qui n'est pas toujours vrai. Il m'est arrivé dans le passé, notamment pour un de vos confrères qui est un ami d'enfance, d'être partie prenante de discussions, y compris qui n'étaient pas tout à fait bien vues par le gouvernement français. Et j'ai toujours considéré qu'il fallait parler aux preneurs d'otages un langage qu'ils comprennent. Pas le langage que nous émettons. Je veux dire, c'est pas un cours de philosophie, la gestion des otages. Il y a un grand rôle de la diplomatie. Il y a aussi un rôle plus important d'autres moyens et d'autres dispositifs qui parfois sont... nous avons des services extrêmement efficaces qui peuvent intervenir. Nous avons des services amis extrêmement efficaces. Nous avons des gens qui ont des moyens de faire pression de manière plus compréhensible que ce que nous pouvons faire, soit parce que l'histoire fait qu'ils sont mieux présents dans le pays. Voilà, il y a plein de moyens. Le texte, ça veut dire si vous le mettez à plat et que vous le lisez, vous n'avez pas le sentiment que la réaction est puissante et dure. Vous avez voilà, et puis parler au président iranien qui est à peu près un sous-président de la 4e République dans le système politique iranien est un sujet qui n'est pas raisonnable. Donc, enfin, rien n'a de sens dans cette intervention qui est très, très curieuse. Je veux dire, elle est très, très en deçà de ce que nécessiterait une très ferme réaction française à ce qui vient de se passer, une partie qui doit être évidemment publique et une partie dont il vaut mieux ne pas parler, mais qui est parfois beaucoup plus efficace. Dans l'autre sens, il y a aussi des espions au service de l'Iran, avec cette vague d'arrestations notamment en Israël et même en Syrie. Le Mossad est allé chercher des espions iraniens jusqu'en Syrie. Oui, bien sûr. Il y a eu 2 opérations, une à côté de Damas et une un peu plus près de la frontière, notamment dans une ancienne base iranienne des gardiens de la Révolution, et le Mossad est en Syrie chez lui. Parce que on est proche d'un accord politique entre la Syrie et Israël.
alors qui n'est pas tout à fait les accords d'Abraham, qui est une sorte de version light, mais on sent bien qu'il y a un bouleversement géostratégique complet, y compris avec l'accord non dit, mais murmuré de la Turquie, qui est le parrain du régime syrien. Donc il se passe beaucoup de choses, mais effectivement, les Israéliens découvrent, ou font semblant de découvrir, car un certain nombre de ces espions étaient surveillés depuis longtemps, qu'il y a un certain nombre d'espions iraniens chez eux. Ils avaient aussi des espions chinois, ils ont eu des espions turcs. Bref, l'espionnage, c'est à la portée de tout le monde, surtout quand vous avez des agents dormants, des fausses légendes. Voilà, là on est dans le réel, ce qui dépasse en général la fiction. Et on en parle également du côté des États-Unis, avec des cellules dormantes qui... Oui. Alors c'était plutôt pour des assassinats ciblés. On n'était pas dans l'espionnage uniquement, je cherche à savoir des choses, mais il y a aussi des opérations de hackers. Le FBI en a découvert un certain nombre encore très récemment, des infiltrations dans les réseaux. Les Chinois ont occupé les réseaux de télécommunications américains pendant plusieurs années sans se faire voir. Donc on est là dans le grand renouveau de l'espionnage à tout point de vue, y compris l'espionnage à caractère meurtrier ou éliminatoire, ce qui s'était beaucoup raréfié et qui se limitait en général à des opérations contre des anciens venus du pays qu'on considérait comme des traîtres et donc on s'autorisait à les liquider. Mais par exemple, pendant un moment, un des plus grands patrons allemands qui fabrique une partie du système antimissile a été menacé par une équipe supposément venue ou sur ordre de Moscou. Or ça, c'est nouveau, l'élimination d'un national dans son propre pays parce qu'il participe à l'effort de guerre et pas seulement l'élimination d'un ancien qui s'est réfugié dans un autre pays qu'on considère comme un traître. C'était une évolution très importante les limites ou du fait qu'il n'y a plus de limites, avec beaucoup de sabotage, d'opérations extrêmement dures, notamment en République tchèque, en Pologne et ailleurs. Bref, on se rend compte qu'on a passé un degré nouveau dans l'usage de l'espion dormant, mais désormais de l'espion meurtrier. Quels pays sont les plus pris pour cible de la part de l'Iran? Est-ce que nous, par exemple en France, nous avons des cellules dormantes également? Oui, d'ailleurs, deux de vos collègues ont publié un livre sur les réseaux iraniens en France. Donc, évidemment, l'Iran, d'abord parce qu'il y a une population suffisante pour être présente. Ensuite, parce qu'il y a une infiltration historique. Je rappelle que l'ayatollah Khomeini est rentré en Iran depuis Naufle-le-Château, et pas depuis un pays plus exotique. Donc, il y a une histoire qui date de l'épopée Mossadegh, le premier ministre réformateur qui avait été destitué par le Shah, de la même manière que je rappelle que... Grâce aux États-Unis. Grâce aux États-Unis, je rappelle que le programme nucléaire iranien est né sous le Shah d'Iran et pas sous l'ayatollah Khomeini qui trouvait ça plutôt pas bien, même s'il a changé d'avis depuis. Enfin, ses successeurs ont changé d'avis depuis. Voilà, donc oui, bien sûr, il y a beaucoup d'espions de toutes sortes et avec beaucoup d'efficacité. Il est rare que je dise beaucoup de bien des services français, mais je dois reconnaître que depuis 2015, leur efficacité s'est beaucoup décuplée et en la matière, et ils ont une efficacité remarquable en DGSI comme en DGSE, renseignement intérieur, renseignement extérieur, à la fois sur les espions et l'antiterrorisme, mais aussi sur des opérations extérieures. Donc il y a un gros progrès général en la matière, mais nous sommes une cible majeure. Voilà, comme la Pologne, qui est le pays européen qui s'est le plus réarmé, les pays baltes, parce que c'est toujours un enjeu par rapport à Kaliningrad, et puis évidemment l'Ukraine, puisque encore récemment on a découvert qu'il y avait une tentative d'assassinat du président Zelensky, ce qui revient d'ailleurs assez curieusement à ce que j'explique dans Opération Zelensky, qui a failli se passer d'ailleurs en Pologne par un agent dormant. Donc on a beaucoup d'éléments qui montrent que le niveau des menaces et de la tension est devenu extrêmement élevé. Alain Bauer, je rappelle vos ouvrages, 2 romans d'espionnage très documentés, Opération Zelensky et Menaces sur Taïwan aux éditions First. Comment vous décririez la relation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, d'un mot? Je ne sais pas, il faut leur demander, mais ils se parlent, donc c'est une relation de dialogue.